l'origine, le théâtre n'a pas eu de lieu. De là vient la fameuse histoire du char de Thespis. Thespis se promenait avec un char où il avait des éléments de décor et ici ou là il s'installait pour jouer des petites scénettes dans des villages, sur des sentiers, en manque de lieux. Mais ensuite, au 5e siècle, la Grèce va connaître le premier lieu théâtral qui progressivement va se constituer. D'abord il est en bois, ensuite en pierre, et ce lieu va être installé presque dans tous les territoires de la Grèce. C'est une chose importante à rappeler, c'est-à-dire l'activité théâtrale est indissociable de la culture grecque, peu importe que ce soit à Athènes ou dans les îles. Évidemment que la conclusion de ce développement est représentée par le théâtre d'Épidore, le théâtre qui longtemps est resté enterré, abandonné et qui a été retrouvé dans les années 30 et qui depuis fait la gloire des festivals en Grèce, le festival d'Épidore étant le plus important depuis un bon nombre d'années. Le théâtre d'Épidore est la représentation explicite de l'univers théâtral grec. D'abord, le théâtre d'Épidore a le mérite de disposer de manière démocratique l'ensemble des spectateurs. La différence n'est jamais une différence de classe. La seule chose, c'est que les notables, les officiels, les mécènes de l'époque étaient placés au premier rang. Le reste, l'espace est ouvert aux spectateurs. Deuxièmement, c'est une chose très belle qui a été remarquée par Roland Barthes, c'est que les théâtres grecs sont insérés dans la nature. Et les théâtres grecs épousent la forme des vallées. Nous sommes à la fois dans le théâtre, dans un outil construit par l'homme, mais cet outil construit par l'homme est entièrement embrassé par le relief. Ce qui est extraordinaire dans le théâtre grec, dans le théâtre des îles, même dans le théâtre de l'Asie mineure, c'est que ces théâtres ouvrent sur un vaste panorama. Au-delà du théâtre, il y a la nature. Au-delà du théâtre, il y a la mer. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la beauté de ces lieux vient de leur dimension à la fois artistique et cosmique. L'homme, une fois par an, parce que ces théâtres étaient utilisés seulement une fois par an, l'homme à ce moment-là se trouve en relation avec l'univers, mais aussi bénéficie du plaisir offert, procuré par la représentation humaine de la tragédie ou de la comédie. Les théâtres grecs seront ensuite repris par les théâtres romains. Dans les théâtres romains, par exemple à Orange et dans d'autres lieux, cette association magique avec la nature disparaît. Déjà, le théâtre se développe dans un espace clos. Il y a un portail gigantesque, orné, sculpté d'une beauté sans nom, mais nous n'avons pas vue ouverte vers l'horizon. Nous sommes là concentrés autour de l'activité humaine, autour de l'activité du jeu, autour des récits mythiques. Mais la seule, dimension cosmique reste le plein air, car le plein air est propre aussi bien au théâtre grec qu'au théâtre romain, et le plein air rend le théâtre sensible, dépendant des mutations atmosphériques, météorologiques. Il y a une fragilité que le théâtre en plein air conserve. Ensuite, tout au long du Moyen-Âge, il n'y aura plus un lieu spécifique théâtral, il y aura des lieux qui annoncent en quelque sorte la modernité, des lieux qui se construisent dans différentes villes, qui organisent des mystères, des miracles, de véritables fêtes. Et ces lieux sont des lieux plurifonctionnels, des
des plateaux sur lesquels évoluent les personnages qui racontent les grands récits bibliques. Certes, pour les petites formes, l'entrée de l'église sert encore de lieu fermé, mais la plupart des formes théâtrales du Moyen-Âge procèdent à une invention constante des lieux qui s'installent dans la ville et qui ensuite sont abandonnés, qui disparaissent. Il y a comme une métamorphose permanente du lieu théâtral, et je dirais que l'esprit du lieu médiéval est la métamorphose, la transformation. Ensuite, le lieu emblématique, le lieu le plus fortement constitué, c'est le lieu élisabétain. Le lieu élisabétain que nous n'avons pas connu jusqu'à la fin du 19e siècle, quand une petite esquisse d'un voyageur hollandais, De Witt, a démontré l'organisation du lieu élisabétain, ce lieu qui a été construit au-delà de la rive, au-delà de la Tamise. C'est important, c'est que le théâtre est placé sur les bords de la ville, sur les marges, presque pour ne pas contaminer la ville. Et d'ailleurs, ce lieu est un lieu proche des bordels. L'alternance théâtre-bordel a lieu fréquemment. Et ce théâtre, le théâtre élisabétain, est un théâtre construit autour d'un espace consacré aux spectateurs, d'un espace consacré au jeu, et ensuite de 3 niveaux sur lesquels se trouve l'orchestre et plus haut le drapeau du théâtre. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que les écritures de l'époque, aussi bien élisabéthaines que shakespeariennes, sont conçues, sont adaptées à ce lieu. Et à la fin du 19e siècle, un grand metteur en scène anglais, William Paul, va découvrir cette idée que l'écriture shakespearienne s'accomplit le mieux dans le théâtre élisabétain, et il va procéder à la reconstitution mentale et concrète, mais non pas en plein air, du théâtre élisabétain. Pour conclure ce chapitre, on peut dire que le théâtre élisabétain reste aussi un théâtre du plein air. À l'opposé vont être les théâtres latins, le théâtre français qui surgit en quelque sorte dans une salle de sport, de jeu, dans le jeu de pommes, théâtre fermé, longitudinal, et ensuite le fameux théâtre à l'italienne qui, à partir du XVIIe, surtout au début du XVIIIe, va devenir la forme canonique du théâtre. Il part des spectacles lyriques. C'est un théâtre qui, lui, joue sur la division sociale des classes sociales, les aristocrates, le peuple. Deuxièmement, c'est un théâtre qui s'élève en hauteur pour que le son de la musique puisse être entendu parfaitement au plus haut niveau. Et c'est un théâtre qui, cette fois-ci, ne se trouve plus sur les marges, mais qui n'a plus de contact avec le plein air. C'est un théâtre clos, un théâtre fermé, un théâtre voué au plaisir spécifique de la représentation. Et ces théâtres vont être réunis sous le vocable le rouge et or, le rouge qui est le rouge qui va définir encore la sensualité du théâtre, et l'or le signe du pouvoir. Ces lieux théâtraux fondent l'activité des siècles durant, mais au XXe siècle, on assiste à une transformation de ces lieux. Tout commence à la fin du XIXe par Wagner qui va reprendre le modèle antique dans un espace clos pour démocratiser le lieu. Et après, Max Reinhardt, par exemple, va présenter son spectacle révolutionnaire Oedipe Roi dans un cirque, en retrouvant la circularité du théâtre grec, où, comme au Moyen-Âge, va représenter le fameux mystère Jedermann devant la cathédrale de Salzbourg. Après cela, on assiste à une dispersion du théâtre dans la ville. Le théâtre, d'un côté, le théâtre qui a lieu
bien entendu dans les lieux institutionnels, mais il y a aussi le théâtre qui va investir dans la deuxième partie du XXe siècle, les lieux abandonnés, les lieux qui ont perdu leur utilité initiale. Par exemple, en France, Orlando Furioso va être donné dans la mise en scène célèbre de Luca Ronconi dans les dépôts, dans les halles de Paris. Et surtout, Ariane Mnouchkine va s'installer dans la cartoucherie de Vincennes, où elle continue à travailler et à animer les destins du Théâtre du Soleil. Dans le bassin de la Ruhr vont être réinvestis, utilisés des lieux abandonnés de l'usine sidérurgique allemande. À Sibiu, en Roumanie, vont être créés de nouveaux lieux où des spectacles, comme le spectacle de Silviu Purcăret et Faust, va être donné hors des circuits habituels. Et à Sibiu, on peut dire qu'il y a une sorte de petite communauté théâtrale basée justement sur l'apparition de nouveaux lieux associés au déclin de leur première utilisation. À ces lieux s'ajoutent aujourd'hui des spectacles, des représentations qui sont données dans des lieux sacrés. On donne souvent des représentations musicales ou des représentations théâtrales, mais surtout musicales, dans les églises. Et cette fois-ci, la dimension sacrée de l'église vient s'ajouter à la dimension de la représentation. Je ferai une remarque, c'est que les lieux qui ont été autrement très importants, comme les églises et les usines, servent aujourd'hui de foyer au théâtre qui vient pour leur redonner une autre vie, pour leur permettre de ressurgir, d'avoir une autre raison d'être dans la vie sociale, dans la vie de la communauté urbaine. Mais notre manière de valoriser le lieu théâtral, c'est le nier, refuser son statut précis, son statut défini topographiquement, et dans ce sens, moi j'ai connu une période très passionnante de ce qu'on appelait le théâtre d'appartement. Théâtre privé, théâtre intime, où on ne sait pas où la représentation a lieu, où il y a un guide qui vous conduit, et où nous nous retrouvons à 10, 20, 30 spectateurs pour assister à une sorte d'esquisse de théâtre. À cela s'ajoute le phénomène extrêmement important qui a surgi dans les années 60, le théâtre de rue. Le théâtre de rue, c'est un théâtre qui a envahi en quelque sorte les rues de la ville, qui s'est disséminé dans le mouvement urbain. Certains groupes comme le Living Theatre ont joué sur les deux types de théâtre. Le théâtre de rue, au nom de leur pensée anarchiste, ou aussi ils ont joué dans les théâtres où ils ont perturbé les données de la réception, la structure de l'espace. Et peut-être l'exemple le plus extraordinaire qui mérite d'être évoqué, c'est l'exemple des années 68, quand dans ce lieu devenu mythique, le Palais des Papes du Festival d'Avignon, le Living Theatre va présenter son spectacle dévastateur, Paradise Now, et la confrontation entre la beauté de l'architecture du Palais des Papes et la nudité des acteurs a été un scandale, mais en même temps a été une sorte de récit fondateur du théâtre moderne. Pour ne pas oublier d'autres expériences, il faut rappeler ce qu'a fait Jerzy Glotowski, qui a travaillé dans des espaces très petits, constamment redistribués, et le célèbre Prince Constant s'est inspiré de ce qu'on appelait le théâtre anatomique, où la victime, le protagoniste se trouve au milieu et les spectateurs sont distribués autour. Et à l'opposé du théâtre élitaire
de Grotowski se trouvait le grand théâtre épique, le fameux Mahabharata de Peter Brook, qui a eu sa première dans un élément naturel, la carrière Bourbon à côté d'Avignon. Entre ces deux oppositions, je pense qu'une place importante l'a occupé Andrei Scherban et sa trilogie antique, qui a joué partout. Dans ce sens-là, on peut dire que non seulement Andrei Scherban, mais d'autres ont élaboré des spectacles qui s'adaptent aux lieux et qui ne sont plus fonction uniquement d'un lieu préétabli ou d'un lieu à identité absente. Le théâtre est indissociable d'un lieu et tout théâtre qui se renouvelle repense le lieu.